Merci d'être au rendez-vous du journal du soir sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. Les employés du domicile du président de l'Assemblée nationale utilisés pour attenter à sa vie, le président Hama Amadou l'a dit dans un entretien accordé au journal Le Courrier. Nous sommes procurés ce journal décryptage et analyse dans quelques instants. Le 26 mai dernier, le tribunal de Birnikoni a condamné à 4 ans de prison et 500 000 francs d'amende un homme de la commune de Dogarawa qui a pratiqué le wahaya ou cinquième épouse, considéré comme une pratique esclavagiste. Nous serons avec le secrétaire général de l'association Timidria pour d'amples explications. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est la révélation, le choc politique de la semaine. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, révèle dans un entretien avec le journal Le Courrier que certains des employés de son domicile sont utilisés pour attenter à sa vie. Cet entretien, nous le sommes procurés et notre reporter Issa Hamidou Miyaki l'a lu et relu pour vous et à présent, il le décrypte et l'analyse pour nous. Nous l'écoutons. Au journal Le Courrier, dans un entretien exclusif que lui demandait, face au constat sur le terrain d'un élan dictatorial des autorités de la 7e République, s'il ne craignait pas aujourd'hui un assassinat politique, la divulgation de l'information par le concerné lui-même est sans demi-mesure, comme a pu le lire M. Ali Gaza, le secrétaire général du bureau politique national du Moudenfa Lumana. Selon les informations qui sont à notre disposition, le personnel domestique du président a été approché par des gens qui ont proposé une quarantaine de millions avec un produit jaune et des seringues, et ils pensent pouvoir garantir au personnel du président Hama une assurance. Ils pensent leur garantir une assurance comme quoi rien ne leur arrive. La révélation du président de l'Assemblée nationale dans les colonnes du Courrier est désormais de l'ordre de l'information. Si cette technique-ci, envisagée pour empoisonner le président de l'Assemblée nationale, semble assez simple, pourtant la connaissance du commanditaire n'en est pas pour autant aisée. Son identité est laissée à l'appréciation d'un nom de compte. Ils sont sous les commandes de quelqu'un qu'ils appellent le boss. Maintenant, le boss là, qui ça peut être? Nous sommes en train de nous poser la question. Pas seulement sur le Courrier, mais des années déjà que le président Hama Amadou crie à une atteinte sur sa vie. Mais pour cette fois-ci sur le Courrier, nous avons une mise à prix. 40 millions de francs CFA. Même pas la vie du président Hama Amadou. La vie de tout homme n'est pas à comparer à 40 millions. Un homme, c'est un être, c'est une vie sacrée. On ne peut pas payer la vie d'un homme. Mais le problème, ce n'est pas au niveau du montant. Le problème, c'est au niveau de l'objectif visé. Des faits assez troublants étaient en fait les signes avant-coureurs et annonciateurs d'une telle situation embarrassante et prévisible que M. Ali Gaza a du mal à ne pas rapprocher à ce qui s'est passé antérieurement au domicile du même Hama Amadou et dernièrement chez le député Ben Omar Mohamed. Pour l'intérêt de qui le président Hama doit être exposé sans aucune sécurité? Si les gens n'ont pas l'intention d'intenter à sa vie, pourquoi l'exposer? M. Ben Omar n'est que le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Un simulacre d'attentat a amené le gouvernement à renforcer sa sécurité. Alors, pendant que
Quand ça s'est passé chez le président Hama, le ministre de l'Intérieur est sorti pour dire que c'est des histoires, il n'y a jamais eu de tir chez le président Hama. Chez Ben, on mobilise la presse pour faire un montage grossier. Tout ça, nous disons que ça rentre dans le cadre d'un processus dans lequel il faut s'aimer la confusion pour pouvoir atteindre un homme. Est-ce que aujourd'hui au Niger, on n'a pas droit à la vie tout simplement parce que on refuse de suivre les dictats des régimes? Est-ce qu'au Niger, on ne doit pas vivre parce que tout simplement on aspire à être candidat en 2016? Est-ce qu'au Niger, c'est seulement ceux qui sont de la Renaissance qui doivent continuer à vivre? C'est les questions que nous sommes en train de nous poser. Si ces genres de questions sont posées et laissées en suspens ailleurs, certainement que ce n'est pas à nous d'y répondre et de trouver des éclaircissements. 4 ans de prison et 500 000 francs CFA d'amende, c'est la sanction écopée par un habitant de Degarawa dans le département de Koni pour avoir pratiqué dans son foyer le wahaya, appelé communément la 5e épouse, une pratique inhumaine, honteuse et esclavagiste à laquelle il a soumis sa 5e épouse, de laquelle il a eu 2 enfants. Le secrétaire général de l'association Timidria nous raconte l'horreur. C'était une affaire qui datait depuis 2008. Donc elle-même ayant été vendue par le maître de sa mère à l'âge de 8 ans. Donc, elle a été vendue à M. Djadi, qui l'a acheté à la somme de 200 000 francs. Elle avait 8 ans. Donc, vous voyez ce que ça fait. Elle a quitté sa famille d'origine pour aller dans une autre nouvelle famille. Il s'est trouvé Djadi à l'époque avec 4 femmes. Donc il l'a amené chez sa grande femme, il l'a laissé là-bas, donc c'est elle qui faisait tous les travaux domestiques. Et après maintenant, il l'a marié, il l'a prise comme wahaya. En 2010, quand même, M. Djadi a été mis aux arrêts au niveau de la prison de Koni, sans jugement. Et quand même, on était trop fiers de cet acte inoubliable pour nous et historique, car c'est pour la première fois où quand même on a vu un crime d'esclavage quand même puni par les juridictions de ces pays, et ça veut dire que c'est une très grande avancée pour nous, et je pense que désormais les choses vont aller bien. Donc le jugement en fait est intervenu le 26. Et les délibérés, c'est les mêmes 26 aux environs de 19 heures. Donc, il a été condamné à 4 années d'emprisonnement ferme, plus une amende de 500 000 francs CFA. Vous savez, son maître là, Malan Djadi, Elhadji Djadi là, en 2013, il était en prison, fin 2013, donc il a envoyé des gens pour que Ramatou soit sa femme, il l'a marié. Bon, il l'a marié en 2013, il était en prison, et jusqu'à présent il est en prison, il n'a pas quitté, donc on ne sait pas, il l'a marié pour qu'il sorte de cette prison, ou bien il y a quelque chose, c'est-à-dire tout ça c'est des aspects maintenant qu'on va essayer d'enquêter là-dessus pour voir réellement c'est quoi. Et déjà il a pu divorcer avec 2 de ses femmes, et il a gardé Ramatou. Et il y a une autre wahaya, Aminatou, qui est avec lui, ils sont actuellement à Dograwa. Donc il a divorcé avec ses 2 premières femmes. Il a gardé maintenant les 4, y compris Ramatou et Aminatou. Bon, on ne sait pas maintenant, on attend sa libération. Maintenant, on va voir réellement si c'est un mariage en tant que tel ou pas. Et en tout cas, actuellement, Ramatou est chez lui à Dograwa.
L'Union des scolaires nigériens USN a mis sa menace à exécution en entamant ce matin une grève de 72 heures. Un mouvement d'humeur teinté de mise en garde et de menaces à peine voilées contre ceux d'entre eux qui seront tentés de briser le mouvement que nous avons suivi hier et qui vise à obtenir la libération de leurs militants arrêtés. Un reportage signé Assoumana China et Ibrahim Abdou. Le secteur éducatif est un secteur qui connaît le plus de perturbations au Niger. Cette fois, c'est le mot d'ordre de l'Union des scolaires nigériens qui est en marche. L'USN a décidé de boycotter les cours pendant 72 heures pour exiger la libération de ses militants arrêtés suite à la violente manifestation de l'ONU du 13 mai dernier. Le comité directeur de l'USN lance un mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques de 72 heures à partir du jeudi et rappelle qu'il n'y aura plus cours tant que nos camarades ne sont pas libérés. Mais selon les responsables de certains établissements, cette grève aura moins d'impact sur l'année scolaire en cours car les programmes étant déjà épuisés. Nous, chez nous, on a déjà fini les cours. On a fait la composition, on a corrigé les épreuves. Maintenant, les professeurs sont au calcul des notes avec les élèves. Donc hier, ils m'ont présenté un mot d'ordre. Il se trouve que déjà les professeurs, ceux qui voulaient rencontrer les élèves, les ont déjà rencontrés. Et moi, je ne peux pas leur empêcher de siffler. Maintenant, les élèves de 3e, ils viennent de finir leur BPC sportif. Ils sont venus ce matin, ils ont fait cours. Présentement, et je crois qu'ils viennent tout juste de me montrer un mot d'ordre de grève. Vous voyez, il est déjà 10 heures. Nous avons fini les compositions pour les secondes et les classes de première. Donc l'impact, ça va surtout se jouer sur les élèves des classes de terminale qui auront qui auront plutôt le bac à passer dans à peu près un mois au maximum. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier les professeurs qui se sont sacrifiés malgré les difficultés pour que le taux d'exécution du programme puisse être à 100%. Finalement, l'année scolaire 2013-2014, tout comme les autres, a connu des soubresauts. Pourtant, un secteur fondamental qui est celui de l'éducation ne doit pas connaître un tel sort. En 2014, une année décrétée année de l'éducation par les autorités, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les candidats au BEPC à l'épreuve des examens sportifs depuis hier et sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters, nous les retrouvons en Assoumana China et Ibrahim Abdou sont allés voir ce matin le déroulement des épreuves et nous rapportent ceci. Les candidats aux examens du brevet de fin d'études du premier cycle BPC, session de 2014, affrontent depuis ce mercredi les épreuves sportives communément appelées brevets sportifs. Au deuxième jour du déroulement de ces épreuves, tout se passe bien comme prévu. En tout cas, pour l'instant, aucun problème. Tout ce qui doit être fait est fait. Nous avons trouvé un terrain qui est disponible. Nous avons trouvé la sécurité, nous avons trouvé la santé et les membres du jury sont vraiment accueillants. Pourquoi? Parce que nous démarrons chaque fois à l'heure. C'est ce qui fait qu'on arrive à finir très tôt. Sinon, aucun problème. Ni même au niveau des problèmes de blessures, on n'a enregistré aucun pour le second jour. Les épreuves sont en train de se dérouler sans problème. De l'avis des candidats également, tout se passe bien. Oui, ça se passe bien. On a passé la gymnastique, la vitesse, et puis soit en longueur. Ça s'est bien passé. J'ai fait la vitesse, la gym et la longueur. On a fait de notre mieux quand même. Cette année, ils sont au total 93 783 candidats inscrits sur l'ensemble du pays pour les épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC. La région de Niamey compte un effectif de 23 108 candidats, dont 12 683 filles. Nous voilà éclairés à Assoumana China. Puis, nous en venons à ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. On y lit que le ministre rappelle aux ONG, associations, groupements ou fédérations des ONG et associations que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant
grand régime des associations au Niger, modifié et complété par la loi numéro 91-006 du 20 mai 1991, que toute association doit, avant d'entreprendre ses activités, être déclarée et autorisée. Michel Djedji et Halidou Bourema nous en donnent plus de détails. C'est un message diversement accueilli par les différents acteurs de la société civile nigérienne. Nous l'avons dit et répété depuis des années d'ailleurs, que l'ordonnance 84 est une ordonnance qui est issue du régime d'exception et qui avait une vocation de la police administrative dans le but avant. Au temps d'exception, c'était un régime militaire, un régime d'exception, pour contrôler les associations. Donc, alors là, pour pouvoir être dans la position de créer une association, on vous fait subir un certain nombre de contraintes dans une pure logique d'un régime d'exception. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique, avec une constitution qui garantit la liberté d'association. Et qui dit très clairement que cette ordonnance est réputée caduque, parce que dans la partie où il peut utiliser des voies par lesquelles il peut empêcher aux citoyens d'utiliser leurs droits qui leur est garanti par la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'association, la liberté de nous associer, tant que nous voulons et comme on veut. Mais donc là, c'est une remise totalement en cause de cette disposition de la Constitution. Dans le principe, et dans un état de droit, le fait de demander aux structures de la société civile et bien d'autres organisations de se faire enregistrer et de se conformer à la loi, il n'y a aucun problème en ça. Puisque c'est de par cette réglementation, de par cette conformité à la loi, que nous allons exercer en toute liberté, en toute indépendance, nos activités en termes de structure de la société civile. Cependant, ce qu'il faut essayer de voir dans cette condition, en lien avec le contexte effectivement dans lequel nous nous trouvons, c'est que l'État utilise cette disposition pour nuire ou pour museler les structures de la société civile à ne pas se prononcer ou à ne pas dire ce qu'ils pensent relativement au contexte démocratique, relativement à la gestion des gouvernants du pays. Dans ce même communiqué, il est par ailleurs rappelé que conformément à l'article 21 de l'ordonnance en question, outre les associations, tout groupement ou fédération d'associations est tenu à déclaration et autorisation selon les règles de la même ordonnance. De l'avis de Nouralzika, derrière ce communiqué se cache une intention qui ne dit pas son nom. Soyons très clairs, nous avons décidé de nous retrouver pour apprécier la situation politique nationale et à l'issue de laquelle nous avons décidé de rendre publique une déclaration dans une pure logique de l'action sauvant le Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont été amenés à créer combien de structures? Quand ils ont créé la CFDR pour la conquête du pouvoir, et la CFDR avec quel statut? En cas de refus à se conformer à cette réglementation, le communiqué provient que l'article 23 de l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations au Niger stipule que toute personne qui aura participé à quelque titre que ce soit à la création et ou l'administration d'une association non déclarée sera punie d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 200 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Ce communiqué ne donne cependant pas de délai aux associations et groupes d'associations concernés. À un mois pratiquement du début du carême, nos reporters Nafissa Zakou et Chebou Guissou ont eu à cœur de nous renseigner sur les prix des produits en nous amenant ce soir à déambuler dans les allées et les travées des marchés. Suivons-les. Oignons, tomates, choux, piments verts, bref, tous sont disponibles sur le marché, seulement ils coûtent cher à un mois du début du carême. En effet, cette hausse des prix de ces produits est due à l'importation de ces produits qui viennent généralement de Burkina et Abidjan. Cependant, une grande partie est produite localement. Les légumes, ça vient de l'extérieur. Ouais, le poivron, ça vient du Burkina. Le piment, ça vient du Nigeria, de Zander des fois.
Aussi la tomate, ça provient du Burkina. Donc la charité se dit comme ça, parce que les produits, ça vient de l'extérieur maintenant. Ici au Niger, il n'y a que l'aubergine et les concombres qui sont ici. Et l'haricot vert. À part ça, tout provient de l'extérieur vraiment. La tomate, des fois, ça varie. Parce que des fois, on arrive à vendre la taille jusqu'à 4 000 francs. Des fois, on vend à 2 500, des fois à 3 000. Ouais, c'est comme ça. La taxe d'oignon aussi, des fois, on vend ça à 1 400, 1 500, voire 1 300 des fois. Les produits comme l'oignon, la tomate et le piment coûtent cher sur les marchés. Avant, nous prenions le sac de l'oignon à 15 000 francs et maintenant il coûte à 37 000 francs. Et le carton de tomate à 4 000, nous l'achetons actuellement à 15 000 francs CFA. Les clients appellent aux commerçants et aux autorités de revoir en baisse les prix des produits. En tout cas, moi je vois tous les condiments, ils sont trop chers. Donc il n'a qu'à diminuer un peu. Espérons que ces produits connaîtront une baisse considérable d'ici le mois béni de Ramadan qui s'annonce. Et excellente suite de programme en notre compagnie. Au revoir.